Bienvenue dans Genre de voix, parcours de transition vocale. Je suis Clémence Porte, logopède ou orthophoniste, et je réalise ce podcast. Vous pouvez revenir à la bande-annonce si vous ne l'avez pas encore écoutée ou aux premiers épisodes pour une remise en contexte. Nous poursuivons ici cette série de 2 épisodes sur les témoignages de femmes cisgenres. Elles ont été assignées filles à la naissance, se sentent femmes aujourd'hui et n'ont pas eu de questionnement quant à leur identité de genre durant leur vie. Pourtant, leur voix les a questionnées sur ce thème de la perception de la féminité et du regard d'autrui. Elles nous confient le lien particulier qu'elles entretiennent avec leur voix, les difficultés traversées et leur prise de conscience sur leur place en tant que femmes. Le précédent interview abordait les stéréotypes liés aux voix dites trop aiguës, les attentes de la société envers la façon de parler des femmes. Dans celui-ci, l'interviewée nous parle de sa voix grave, de la compréhension de son trouble vocal et de sa place dans les milieux d'hommes. Nous verrons que sa socialisation auprès d'un entourage très masculin l'a poussée à en prendre les codes vocaux. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, je suis aujourd'hui à nouveau dans mon cabinet de logopédie à Bruxelles et j'ai en face de moi une personne que je vois régulièrement pour des séances d'accompagnement vocal. Est-ce que tu peux te présenter en commençant par ton genre ? Bonjour, alors je suis une femme cisgenre, j'ai 31 ans et je vis à Bruxelles. Je suis réalisatrice, j'écris des films et je réalise des films, ce qui implique un processus de fabrication assez long, tant dans l'écriture que dans la production du film par après, qui nécessite des rencontres avec son équipe technique et artistique, et puis qui nécessite un tournage avec des comédiens, la direction et ensuite la vie du film en festival. Oui, donc beaucoup parler, hein. La voix c'est ton outil principal. Exactement. Alors est-ce que tu pourrais me dire comment va ta voix aujourd'hui là ? Alors ma voix actuellement au moment T, nous sommes au matin, il est 9h48 et généralement le matin ma voix est beaucoup plus faible, un peu plus caverneuse. Elle aussi a besoin de temps pour se réveiller. Maintenant, dans une perspective plus lointaine, je dirais que ma voix, depuis 1 an que je suis des séances de logopédie, arrive à se sentir moins fatiguée. Je subis moins d'aphonie et j'essaie par de multiples exercices de la maintenir à un certain niveau de clarté. Mais justement, pour revenir à ce qui t'a amené à faire des séances de logopédie, est-ce que tu peux expliquer déjà qu'est-ce que c'est des aphonies et dans quel état émotionnel tu étais en commençant les séances ? Tout à fait. Alors moi, j'ai commencé à perdre ma voix vers 2018-2019. J'étais encore à l'école de cinéma à ce moment-là, je l'utilisais beaucoup parce que j'avais beaucoup de tournages. Et ça a commencé par des petites aphonies, donc des pertes vocales sans plus qu'aucun son ne sorte 1 fois par semaine. Puis ça s'est étendu, parfois ça durait 2 jours, parfois ça durait 3 jours, parfois ça durait des semaines entières. J'ai d'abord cru que c'était une maladie passagère, donc j'ai été voir plusieurs médecins qui m'ont dit que voilà, j'étais certainement enrhumée, je devais tousser, donc ça devait altérer ma voix. Mais en fait, le problème persistant dans le temps, je me suis rendu compte que j'avais dû peut-être abîmer mes cordes vocales. Et avant de commencer la logopédie, il m'a fallu beaucoup de temps pour savoir où aller, où me diriger. Donc c'est seulement en 2022 que j'ai commencé la logopédie et où effectivement, après une séance chez l'ORL, on m'a dit que j'avais des nodules sur les cordes vocales. Donc des nodules, c'est de l'usure des cordes vocales quand elles se touchent, un peu comme des corps aux pieds quand on marche beaucoup. Oui, tu l'expliques super bien. Oui. Et est-ce que tu peux parler aussi tu avais un diagnostic de œdème de Reinke ? Ouais. J'avais un diagnostic de cet œdème qui était dû au fait que je fumais. Donc je fumais depuis une dizaine d'années. Et on m'a bien expliqué que si je voulais récupérer un tantinet ma voix ou améliorer en tout cas mon niveau sonore, il fallait que j'arrête de fumer. Donc c'est la première chose que j'ai faite avant de commencer les séances de logopédie en 2022. Et depuis 1 an maintenant, depuis mon arrêt de cigarettes plus mes séances de logopédie, je sens une progression, notamment dans ma conscience de la voix.
et dans la manière dont je peux prendre soin d'elle. Et alors, pour parler plus de comment tu te sentais au niveau émotionnel au démarrage? Alors, comme ça faisait 3 ans que je la perdais régulièrement et que ça impactait énormément mon travail et aussi ma personnalité dans la vie de tous les jours, mes activités, le fait que je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, c'est un peu ma raison de vivre, de parler, d'échanger, de communiquer. Ben, je me suis en fait retrouvée altérée de toutes mes capacités qui faisaient de moi ce que je suis, ce que j'étais. Du coup, je pense que j'avais entamé une petite dépression au niveau vocal. Je m'explique, j'étais très triste, très atteinte, j'avais l'impression qu'il n'y aurait pas de solution. Dès que j'avais des aphonies, je ne me reconnaissais pas, j'avais peur de rencontrer des gens. Du coup, ça a eu un énorme impact sur ma personnalité. Donc, quand je suis arrivée pour faire les séances de logopédie, ben, j'étais très triste, très désemparée, dans une perte totale de confiance et dans un trouble un peu de personnalité. C'est super intéressant le lien que tu fais entre le trouble qui démarre et qui touche ta vie professionnelle ou étudiante à la base et qui après s'étend à ta vie personnelle, qui touche ta personnalité et du coup tout le lien que tu as avec les autres. Exactement. Et ce lien que j'ai au niveau de ma personnalité avec les autres s'est retrouvé impacté jusqu'à parfois modifier totalement mes agendas de semaine. À savoir, si je perdais ma voix, ben, je devais annuler tous les rendez-vous que j'avais le lendemain, ou je devais annuler des anniversaires, ou je devais annuler des rencontres. Et du coup, c'était devenu vraiment ce que j'appelle handicapant. Est-ce que tu as pu comprendre dans ton cheminement ce qui a conduit ta voix à se dégrader ? Alors, je pense maintenant que depuis 1 an que je suis des séances de logopédie, j'ai réalisé plusieurs facteurs. J'ai compris d'où venait le fait que je pouvais abîmer ma voix, d'où venait le fait que je l'avais dégradée au fur et à mesure du temps. J'en ai sorti quelques conclusions. La première étant que je pense que depuis toute petite, j'ai souvent vécu entourée de garçons. J'étais dans un monde assez masculin, que ce soit à l'école primaire ou à l'école secondaire. Et je sais que j'ai dû, afin de me faire respecter ou ne serait-ce que me faire entendre, forcer mon niveau vocal. Donc je suis quelqu'un qui parle fort depuis maintenant presque une vingtaine d'années. Et cet entourage a fait que ça a carrément modifié ta façon d'interagir et d'utiliser ta voix alors. Complètement. Et je pense qu'un des facteurs, c'est l'entourage. L'entourage qui a provoqué le fait que je devais parler fort pour pas être interrompu, parler fort pour être écouté. Ça a été un combat permanent et ma voix était un peu mon arme à ces moments-là de jeunesse. Il y a ce facteur-là, il y a aussi le facteur dépendant de ma personnalité. Je suis quelqu'un à une mécanique interne très très rapide. J'aime la vitesse depuis que je suis petite dans tous les domaines possibles et imaginables. Et ma voix en fait partie de mon mécanisme et répond à cette vitesse. Ici je me contrôle, j'essaie de parler très calmement mais je sens que c'est un combat permanent envers ma personnalité. Donc la rapidité, l'entourage, ainsi que évidemment mes activités multiples par rapport à ma personnalité, mes activités multiples, pas nécessairement dans des environnements sains niveau sonore, ont fait que petit à petit ma voix s'est dégradée. Le fait d'être souvent interrompu dans des milieux très masculins, ça a fait que ta voix elle a dû s'adapter et t'as pris comme ça des mécanismes. Exactement, oui, exactement. Qui plus est, si je dois faire un lien aujourd'hui avec le métier que j'exerce, je suis réalisatrice. Dans le cinéma, c'est pas encore monnaie courante que d'avoir une majorité de femmes. C'est souvent des postes qui sont occupés par des hommes, des postes de pouvoir entre guillemets. Je dis pouvoir dans la mesure où on dirige, on coordonne, on est un peu le chef d'un projet. J'ai eu des cas très concrets pendant des tournages où je me retrouvais par rapport à des chefs électriciens, des chefs machinaux, même des techniciens masculins qui ne me laissaient pas parler. Or, quand on est réalisatrice, nous sommes celles qui parlent, nous sommes celles qui dirigent les comédiens et nous avons besoin d'une écoute constante de toute notre équipe.
Donc je me retrouve encore à l'heure actuelle à devoir forcer en tournage parce que je suis une femme et que les hommes ont l'habitude d'interrompre les femmes et ont l'habitude de prendre toute la place. Et ça, c'est sociétal, c'est systémique. Aujourd'hui, on se bat avec notre voix. J'espère que plus tard, on pourra normaliser les rôles de pouvoir féminins. Oui, je trouve que tu l'expliques vraiment très bien et dans les conséquences que ça a dans la posture qu'on a et aussi dans l'utilisation de la voix. Complètement. Et pas que dans la posture de la voix, mais de la posture physique, et qui implique aussi une détérioration de la voix petit à petit. Tendre ses épaules, lever la tête pour parler au technicien qui est plus grand que nous, se montrer pas flegmatique ou allez, pas mollasson, c'est pas le terme, mais... En imposer aussi au niveau du corps. Voilà, la rigidité du... J'aime pas ce mot, mais du pouvoir, la rigidité du chef de poste, en fait. C'est être un bloc. Être un bloc. Parce que, voilà, c'est ce qui permet qu'on se fasse écouter et qu'on ait le respect de notre équipe par rapport à l'écoute. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu décrirais ta voix, comment toi tu l'aperçois? Alors, c'est en deux catégories, parce qu'il y a la voix que j'ai eue dans mon évolution depuis que je suis petite. J'ai toujours eu une voix qui a eu une tendance plutôt à tendre vers quelque chose de grave. Et puis depuis 2018 où j'ai commencé à la perdre, ma voix s'est aggravie encore plus. Et donc j'ai comme l'impression que ma voix est tombée au niveau de la cave, de la caverne de mon corps, et alors qu'elle avait connu le grenier. Donc tu avais une voix qu'on pouvait décrire comme plus haute auparavant, voilà. Mais elle a été habituée à descendre aussi. Voilà. J'ai la sensation que c'est comme une voix qui aurait la paresse de monter. Or, elle n'a pas la paresse, mais j'ai l'impression que c'est une habitude qui a été prise depuis mes problèmes vocaux, qui fait que ma voix est descendue et que j'ai l'impression toujours de parler au premier niveau de ma voix, un peu caverneuse, là où avant, même si j'avais une voix grave, je pouvais la monter plus haut et avoir une voix plus douce, comme je pourrais faire ici un effort. Ouais. Oui, et puis il y a aussi 10 ans de tabac, un œdème sur les cordes vocales, des nodules qui sont dus à un forçage vocal répétitif. Donc tout ça conduit à une aggravation Bien sûr. De la voix. Et est-ce que justement cette voix que tu décris plus grave, elle t'a posé question par rapport à ton genre féminin de façon générale? Alors, par rapport à ma perception, comme je me considère comme femme et que j'ai toujours affilié cette voix à tendance grave à ma personnalité genrée femme, selon mes considérations à moi, c'était une voix de femme. Il faut savoir que la question du genre s'est posée par rapport au rapport des autres par rapport à ma voix. C'est-à-dire que, par exemple, petite anecdote, quand je téléphone ou que je prends des rendez-vous téléphoniques, on me dit toujours « bonjour monsieur » depuis très longtemps, même avant mes problèmes vocaux. « Bonjour monsieur, bonjour monsieur ». Et l'air de rien, un tantinet, ça provoque chez nous une forme de dépersonnalisation genrée. Dans la mesure où, à force de répétition de « bonjour monsieur », il y a quelque chose... Au début, j'en rigolais, à la fin, je me sentais blessée. Ouais, ça crée une faille petit à petit dans... ça crée une faille. Dans la conception de ton genre. Qu'est-ce que tu veux dire par dépersonnalisation de ta voix et de ton genre? Oui, ce que j'appelais dépersonnalisation genrée de ma voix, dans la mesure où, à force d'entendre... des gens soumettre ta voix à un certain genre et à t'appeler monsieur, me faire mégenrer, à force de l'entendre, il y a comme un processus de lavage de cerveau quelque part qui se met en place et qui fait que même si on n'a pas envie de les ressentir, on commence à ressentir du doute par rapport à notre genre. Alors quand je dis du doute par rapport à notre genre, je dis bien se poser des questions sur je ne corresponds pas aux critères normés de la société par rapport à mon genre.
Donc, suis-je reconnue en tant que femme si je me pose ces questions tous les jours est-ce que je rentre dans cette catégorie aux yeux des autres? Parce que auprès de ma pensée et de ma conscience, évidemment, je me situe en tant que femme. Donc voilà, c'est ces frontières poreuses entre le regard des autres et la manière de se percevoir soi qui commence à dysfonctionner. Et à part ces interpellations, monsieur, au téléphone, est-ce que tu as eu des réflexions de personnes, des remarques? J'ai eu plusieurs formes de réflexion, à savoir que en termes de réflexion, on va dire positive, entre guillemets, et venant souvent du monde masculin, c'était « Ah, c'est très sexy les voix graves, quelle belle voix, ah, ces voix graves », comme un certain fantasme enfoui chez la gente masculine. Et oui, bien sûr, et ça, c'est quelque chose de très fréquent que moi je peux rencontrer chez des femmes cisgenres qui viennent me voir et qui ont des nodules, qui ont des pathologies vocales et donc des voix graves. C'est les réflexions, souvent au travail. « Ah, mais t'as une voix sexy ». Des réflexions qui sont désobligeantes, tout comme tu t'habilles bien, ou Exactement. C'est des réflexions qu'on ne devrait pas entendre tous les jours. Je trouve très déplacées. Ouais. Donc ça, c'est, voilà, entre guillemets, évidemment, j'ai mis les réflexions positives à ce sujet. Évidemment, j'ai aussi eu des réflexions négatives, à savoir, généralement, du mimétisme par rapport au fait qu'un matin, je pouvais dire bonjour à des gens, ma voix est grave, caverneuse, comme je peux l'appeler, et du coup, j'ai des imitations de la part de camarades, femmes ou garçons, qui prennent une voix grave et qui parlent tout d'un coup comme ça pour m'imiter, ce qui à la base pourrait faire rire une fois si ça arrive, à répétition c'est très blessant, parce que c'est voir une personne qui n'a pas de problème, ni de nodule, ni de perception de sa voix, imiter une personne qui a une voix effectivement anormative. Et oui. Pour moi c'est ce genre de réflexion extrêmement blessante par rapport à ce qui ne rentre pas dans les normes et donc qui se retrouve marginalisé. Bien sûr, oui. Et ces personnes ne se rendent pas du tout compte en fait de ça, du fait que non, c'est très blessant en effet. Ouais. Et j'ai pas encore eu le courage de le dire parce que ça peut très vite être pris comme de la susceptibilité mal placée. Ouais. Or, voilà, s'il se mettait à ma place tous les jours recevoir ce genre de moquerie, entre guillemets, même si ça peut être gentil, je pense qu'il comprendrait. C'est la prochaine étape. Et oui, et puis c'est juste pointer du doigt de « Ah tiens, toi tu fais pas pareil ». Voilà, toi t'es différent. On en revient toujours à la même ritournelle. Exactement. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que pour toi, ta voix est féminine juste parce que c'est ta voix à toi et que toi, tu te sens femme, mais que c'est le regard des autres qui peut changer cette perception. Est-ce que tu dirais qu'il y a quand même des avantages, selon toi, à avoir une voix qui n'est pas dans ces cases d'une voix dite féminine? Alors, comme je disais tout à l'heure, je pense effectivement qu'il y a des avantages à cette voix, notamment dans ma profession. J'ai vu des collègues femmes à la voix plus aiguë, avec un niveau vocal plus faible, avoir de grosses difficultés à se faire entendre, de grosses difficultés à diriger une équipe. Ah oui, donc un niveau vocal, tu veux dire qu'elle parlait pas assez fort? Ouais, elle parlait pas assez fort. Tandis que j'ai bien vu en application dans différents tournages que ma voix avait impliqué directement une certaine forme d'autorité et que je ne devais pas spécialement m'égosiller pendant des heures pour me faire entendre. Même si parfois je devais augmenter le niveau sonore parce qu'interruption, parce que moins d'écoute de la part tout le temps des hommes, hein, je vais pas mentir. Je sais que cette autorité impliquée de manière un peu naturelle permet en fait plus de concentration à d'autres niveaux, permet d'user un peu moins d'énergie. Donc ça, c'est des avantages que je reconnais à ma voix.
Donc cette voix, oui, elle peut vraiment aider à se positionner, à prendre sa place. Ce qui serait bien, en effet, ce serait que toutes les voix de femmes, peu importe comment elles sont, qu'elles soient écoutées. Ça, on espère avec la progression de la société. Alors par la suite, et pendant ton suivi logopédique, comment est-ce que ta voix, elle a évolué et comment elle va aujourd'hui? Alors j'ai pris conscience pendant 1 an, à raison d'une fois par semaine plus ou moins, de nombreuses choses et de nombreuses situations qui pouvaient permettre à ma voix d'aller mieux. J'ai appliqué beaucoup d'exercices que tu m'as donnés, des exercices vocaux pour détendre les cordes vocales, pour les étirer, des exercices vocaux pour essayer de passer d'une note très grave à une note aiguë. J'ai recommencé aussi un peu à chanter, ce qui a permis de retrouver un peu d'aigu dans ma voix que j'avais perdu depuis 1 an. Et retrouver aussi le plaisir. Le plaisir de pouvoir ressentir, réentendre une tessiture plus aiguë que j'avais perdue depuis très longtemps, me dire qu'en fait ça existait, que je pourrais peut-être potentiellement encore avec du travail atteindre à nouveau des aigus que j'avais plus jeune. J'ai aussi eu beaucoup d'exercices de détente, essayer de ralentir les mots, comprendre comment la respiration pouvait impliquer aussi des bénéfices quand on respire bien sur la voix et sur la manière de poser sa voix. J'ai vu qu'il y avait des progressions. Alors évidemment, ça fluctue. Le matin, c'est différent qu'à 14h. Parfois, une semaine, je vais retrouver une fragilité de la voix parce que j'ai beaucoup plus parlé un week-end. Parfois, après un appel qui a duré 1 heure avec des membres de mon équipe, je vais me sentir essoufflée et je vais sentir ce voile sur ma voix qui l'aggrave. Du coup, voilà, c'est toujours très fluctuant. On peut dire que dans ton travail, tu as vraiment des pics où tu vas rencontrer des centaines de personnes, où tu vas devoir parler à tout le monde pendant 1 heure. Ouais. Et donc ça va demander à tes cordes vocales vraiment une énergie, comme si elles couraient un marathon. Et puis tu as des périodes aussi où c'est beaucoup plus calme, où tu es dans l'écriture. Exactement, ouais. Donc ma voix fluctue en fonction de la fluctuation de ma vie et de mes activités. Évidemment, quand je suis en tournage, je vais beaucoup parler. Quand je suis en écriture, je vais être dans un mutisme considérable. Et ma voix, évidemment, suit mes activités, suit ma profession et ma vie. Alors, j'ai une question peut-être un peu étrange, mais est-ce que tu dirais que ta voix, elle t'appartient? Est-ce qu'elle est à toi? Ou est-ce qu'elle reste un peu une étrangère ou quelque chose d'extérieur à toi? Ma voix m'appartient depuis toujours, à savoir que quand j'ai démarré les problèmes d'aphonie et que quand j'ai ressenti que ma voix s'aggravait de manière assez permanente, c'est à ce moment-là que j'ai senti ce détachement de ma voix par rapport à ma personne, par rapport à moi. Et il y avait ce sentiment de dépersonnification qui se faisait ressentir, comme si cette voix ne m'appartenait pas, comme si je parlais à la place de quelqu'un d'autre. Et ça créait vraiment chez moi un sentiment étrange de dédoublement de personnalité, un sentiment étrange de ne pas me reconnaître quand je parlais, et donc d'être toujours déstabilisée dès que je l'entendais, de ne pas reconnaître qui j'étais. Donc c'était c'est toujours désagréable, car je pense que c'est foncièrement lié à qui on est et comment on se ressent. La voix est foncièrement liée à notre âme. J'ai pas envie de partir dans des grandes... Sacraliser. Ouais, de sacraliser un peu, mais... Non, mais c'est vrai, je vois vraiment ce que tu veux dire, parce que elle est nous, elle est notre personnalité, même si parfois on contrôle pas tout quoi, dans sa voix. Exactement. En tout cas, moi, je me souviens que quand tu as recommencé à chanter, il me semble que c'était à ce moment-là que tu m'avais dit ah mais je me retrouve moi, je retrouve ma voix. Oui, complètement, parce que je me suis appliquée à chanter des chansons qui étaient assez aiguës. Hélène Ségara, Mylène Farmer, là où je chantais plutôt Brigitte Fontaine et ce genre de personnalité à la voix grave. Et du coup, pouvoir atteindre
ce niveau d'aigu qu'on pouvait entendre chez ces chanteuses m'a procuré effectivement un sentiment presque de nostalgie par rapport à une voix que j'avais avant, que je reconnaissais plus en tant que moi, Lisa. Et ça m'a donné beaucoup d'espoir pour la suite, dans la mesure où je me suis dit que si en chantant j'arrivais à obtenir cette voix aiguë, qu'il faudrait continuer à travailler pour essayer de la clarifier et de perdre un peu cette sensation caverneuse de ma voix. Ah, mais c'est génial, ces sensations qu'on peut trouver dans le chant, hein, parce que ça tire la voix vers quelque chose qui peut être autre que la façon de parler classique. Ouais. Alors pour la suite, qu'est-ce que tu pourrais lui souhaiter? Comment tu aimerais te sentir avec ta voix à l'avenir? Alors pour la suite, j'aimerais évidemment continuer à persister dans les exercices de logopédie, à essayer d'écouter ma voix. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais de la prendre en considération à n'importe quel moment de ma vie, de savoir ce qui lui fait du mal, ce qui lui fait du bien. De pouvoir empêcher des situations sonores à l'abîmer. Voilà, d'être en fait dans un niveau de conscience très aiguisé de cette voix et la considérer comme faisant partie de nous. J'aimerais pouvoir considérer ma voix comme faisant partie de moi et du coup de prendre soin d'elle comme je prends soin de moi. Mmh. Moi j'entends aussi derrière, c'est aussi aimer ta voix. Voilà. C'est aimer ma voix, c'est l'accepter, la comprendre, l'écouter et en prendre soin. Et à l'avenir, j'espère de plus en plus pouvoir récupérer un peu d'aigu, pouvoir chanter avec plus de facilité et ne pas la perdre constamment dès que le niveau sonore est un peu trop élevé. C'est mon désir pour ma voix. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je trouvais vraiment intéressant d'aborder ce sujet sur la façon dont une voix se construit en fonction de son environnement social. On sait que les voix et les timbres se forment en imitation directe avec nos proches, avec un accent qui se développe selon nos régions, nos contextes culturels et économiques. On peut aussi parler d'un accent façonné par l'imitation à certains membres de nos familles, aux codes sociaux imités à travers les amis, les collègues. On parle moins souvent de ce mimétisme lié au genre, qui est pourtant tellement présent. Dès 4 ans, les enfants adoptent les voix du genre auquel on les identifie, dans les catégories binaires, soit homme, soit femme, alors même que la mue n'a pas eu lieu. Vous avez aussi connu des voix de femmes avec des voix graves? Vous êtes une femme trans et vous appréciez le son de votre voix grave? Venez nous en dire un mot sur Instagram sur le compte genre avec un S, 2DE voix. À bientôt!